Bonjour Benaka. Bonjour Stéphanie. Alors nous revoilà pour notre série de podcasts en lien avec l'exposition Fidji 1838, face à face. Et cette fois-ci nous sommes au musée du Quai Branly, dans la salle de consultation des collections à la Muséothèque, où certaines œuvres qui seront présentées dans l'exposition sont présentes ici devant nous pour que nous puissions en parler de façon un petit peu plus approfondie et les voir hors vitrine. Elles font partie des œuvres les plus importantes qui vont être présentées dans l'exposition, notamment parce qu'elles apportent des clés de compréhension uniques, et les aspects que nous allons aborder aujourd'hui sont notamment ceux de la religion. On va parler de la religion ancienne des îles Fidji, telle qu'elle est présentée dans l'exposition, telle qu'elle est représentée surtout à travers les récits de voyage de Dumont d'Urville et de ses hommes, à travers les dessins de Goupil et à travers les œuvres qui seront présentées dans l'exposition. On va peut-être commencer avec un des objets qui sera le plus emblématique de l'exposition, un des objets que les visiteurs découvriront en premier. Ce temple miniature, en fidjien ça s'appelle Mborekalo. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que c'est qu'un Mborekalo? Ok, le Mborekalo, dans la société fidjienne de l'époque, est un bâtiment très très important dans l'organisation du village, ou de la société même fidjienne, parce qu'elle représente l'endroit où les dieux et les déesses descendent du ciel pour consulter ou donner les informations avec les prêtres, Nambete, qui était un rôle très très particulier dans la société fidjienne. Il faut souligner que cette Mborekalo, c'est une miniature et ce n'est pas une modèle qui était faite pour les gens comme Dumont d'Urville à l'époque. Les usages de c'est plutôt lié à une représentation personnelle pour le chef ou le roi, qu'il portait cette modèle avec lui dans les guerres ou les voyages. Donc, le Mborekalo dans la société était aussi un bâtiment central dans le village. Mais souvent, ce n'était pas le seul Mborekalo présent dans le village ou des chefferies. Il y avait beaucoup à l'époque, parce que selon les familles, les statuts des familles, ils avaient le dieu et déesse personnel qui était respecté ou qui était présent, soi-disant, dans le Mborekalo. Le Mborekalo représentait aussi l'équilibre des pouvoirs politiques entre les chefs, les familles, les grandes familles très importantes, et le côté spirituel de la vie fidjienne. Donc, ce n'était pas seulement une représentation visuelle pour les Fidjiens, mais c'est aussi ils représentent pour eux le monde, ou la concentration de la spiritualité, de leur idée de le monde des esprits dans le quotidien. Parce que c'était un rappel au quotidien de la présence des dieux, des déesses, des esprits dans la vie quotidienne. Et le Mborekalo jouait un rôle très très important, énorme dans cette organisation. Le rapport entre le monde physique, le monde réel et le monde des esprits. Alors justement, si on décompose le nom Mborekalo, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Mbore, c'est un nom générique pour les maisons. Et après, Kalo, ça veut dire Dieu. Kalo, voilà, c'est parfois traduit par Dieu, parfois traduit par esprit. Esprit. Effectivement, tu as dit beaucoup de choses très importantes, y compris le fait que c'est pas une maquette, c'est un vrai temple. C'est un temple qui est fait, qui est miniature, qui est fait dans des matériaux légers. C'est essentiellement des baguettes de bois très légères qu'on voit d'ailleurs dépasser par endroits.
et entièrement recouvert d'un matériau très important pour le monde fidjien, ancien comme contemporain, qui est le mangi-mangi, c'est-à-dire cette tresse de fibres de bourre de coco qui était réalisée avec des noix de coco sélectionnées spécialement pour leurs longues fibres. Et c'est un matériau qui est fabriqué par les hommes. C'est un matériau qu'on trouve dans un certain nombre d'objets très importants, précieux, voire sacrés, y compris donc, un temple miniature comme celui-ci, transportable, qui pouvait, comme tu l'as dit, être emmené en pirogue, aller sur des lieux de combat, là où la vie du Kalou était nécessaire, mais aussi qu'on trouve à l'intérieur, dans l'architecture, des grandes architectures fidjiennes, donc notamment autour des poutres, ces ligatures ornementales et fonctionnelles qu'on appelle des lalawa, qu'on trouve aussi sur les pirogues, sur certaines armes. C'est un matériau qui à la fois orne, ajoute de la préciosité et est également extrêmement solide, donc permet vraiment de maintenir les choses ensemble. Et là, je crois que sur ce petit temple, qui n'est pas une collecte du Mont d'Urville, mais une pièce que nous avons choisi de mettre, une pièce qui est conservée par le musée du Quai Branly, mais que nous avons choisi de mettre en regard des dessins de Goupil, parce que dans les dessins de Goupil, il y a un petit édifice qui est assez énigmatique et qui nous intéresse particulièrement. Mais c'est un excellent exemple de finalement toutes les techniques de mise en œuvre de ce matériau très précieux, le mangi-mangi, qu'on peut trouver, et de la virtuosité des experts artisans, des maîtres artisans qui travaillaient ce matériau, y compris à des fins de sacralité, de servir les puissants et les dieux. J'avais quelques citations, est-ce que tu veux que je les lise, que je les partage? Exactement. Sur le Mbure Kalou, puisque tu as aussi mentionné quelque chose de très important, tu as dit, et c'est parfaitement juste quand on se penche sur les textes, il y a toujours une mention du Mbure Kalou au centre du village, comme un des éléments qui structurent vraiment le village. En général, il donne sur la place principale, le Rara, la place du village. Et puis, c'est un édifice qui se distingue des autres par son architecture, qu'on retrouve sur ces petits temples. Tout à fait. Le piédestal, les fondations qui sont surélevées, ce qu'on appelle, tu me corriges si je me trompe, yavu, qui en général est en pierre. Absolument. Et puis, cette toiture très haute, caractéristique des temples, en tout cas dans le centre de l'archipel, tel qu'on les connaît, et cette poutre transversale qu'on trouve au sommet de la toiture. Et c'est vrai que quand on voit les dessins de Goupil, aussi de l'intérieur du Mbure Kalou, et en particulier du Mbure Kalou d'Evuka, on se rend compte de la hauteur incroyable de cette toiture, de l'intérieur, et de l'importance de quelque chose qu'on ne voit pas ici, qui n'est pas représenté, qui est le poteau central. Exactement. Du Mont d'Urville. Ne sait pas transcrire le fidjien, et comme je te dis toujours, du Mont d'Urville, c'est quelqu'un qui est un observateur très fin. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas à Fidji, mais il note un certain nombre de choses très importantes, y compris sur la place du Mbure Kalou et son rôle dans la communauté. Il écrit par exemple, quand il est à l'Evuka, « Il paraît que dans tous les villages, il y a une case qu'il désigne sous le nom de Kinebalou, Mbure Kalou, ou maison de l'esprit. La traduction est assez juste. Son nom indique assez l'usage auquel elle est destinée. Du reste, son entrée est libre pour tous et elle devient chaque jour une espèce de lieu public. Dans l'intérieur, on ne trouve que quelques nattes étendues sur le sol pour l'usage de ceux qui la fréquentent. Mais les murailles sont tapissées d'offrandes dues à la ferveur des croyants. Elles consistent en lances, nattes et casse-têtes. Là, il y a quelque chose déjà d'intéressant. Effectivement, on retrouve ça dans les dessins de Goupil, on retrouve cette accumulation d'objets dont du Mont d'Urville nous dit qu'elles sont des offrandes, qui nous parle de quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup dans cette expo, qui est la présence à la fois d'objets qui sont fabriqués par les femmes, comme les nattes, et d'objets qui sont fabriqués par les hommes, comme les armes, les lances, les massues, et des objets comme ceux-ci, qui vraisemblablement étaient conservés à l'intérieur des grands
temple. Le plus souvent, les naturels désignent ces lieux sous le nom de Ambua. Mais j'ignore si c'est la maison même ou le coin de la case qui, voilé par un rideau de tapa, est regardé comme habité par le dieu ou le prêtre inspiré. Celui-ci porte le nom de Nambeti. Du reste, rien n'est tabou dans la case, si ce n'est la natte du Nambeti, placée dans le coin dont je viens de vous parler. Il y a 2 termes notamment que Dumont d'Urville a énormément de mal à transcrire. Il y en a un qu'on comprend assez bien, Nambeti. Nambete. Le prêtre. Le prêtre. Donc là, il a à peu près réussi à capturer la sonorité. Effectivement, il désigne assez justement la fonction de ces personnages qui sont des intermédiaires entre les dieux, les Kalou et les hommes, la communauté. Mais il y a un autre terme, Ambua. Qu'est-ce que ça pourrait être, Ambua? Ambua, ça peut dire plusieurs choses. On peut peut-être trouver, il a peut-être raté le côté tambu. Tambu. C'est sacré. Un coin peut-être sacré dans le Mburekalo qui était exclusivement pour le prêtre, Nambete. Ou Natambua. Natambua, c'est l'objet le plus précieux chez les Fidjiens comme monnaie d'échange qui est jusqu'à aujourd'hui l'ivoire, les dents de baleine. Anciennement, c'était le bois d'un espèce d'arbre qui s'appelle Mbua aussi. Exact. Ça peut dire aussi un lieu sacré, précieux, exclusivement pour le prêtre. Ça, restreint d'accès. Exactement. Et il faut qu'on clarifie aussi sur les récits du Dumont d'Urville, c'est qu'il a parlé de Mburekalo à Levuka, oui. Qui était accessible, plus démocratique que d'autres parties de Fidji, parce qu'à l'intérieur de Viti-Levu, les Mburekalo ont été un lieu sacré dans sa totalité. Et donc le cours de vent était accessible au peuple, mais pas à l'intérieur. Et donc il y a des différences à Fidji selon la région et selon les tribus. Ce qui est très important, c'est le côté central de ce bâtiment qui jouait dans la vie spirituelle des Fidjiens. Et son récit décrit une société, Levuka, comme déjà comme un village assez accessible. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il y a une présence européenne à Levuka et l'interaction entre la Tui-Levuka et les étrangers, c'était déjà en place pour un moment. Donc peut-être le place de l'Mburekalo a évolué, mais il faut dire qu'il avait une diversité de l'usage de Mburekalo, le rôle qu'il jouait dans la société fidjienne. Et l'Mbete aussi, il avait plusieurs types de Mbete. Il avait l'Mbete Nivanua, le prêtre pour le pays, pour le peuple. Et il y avait aussi dans certaines tribus, à part de Mbete Nivanua pour le pays, le Mbete Niturang, le prêtre exclusivement pour la famille de grands chefs. Ouais. Et donc il jouait des rôles très très différents, très distincts. Ce qui lie tous les Mburekalo, j'imagine, dans cette époque à Fidji, c'est le côté sacré. Il y a toujours un coin associé avec cette exclusivité pour le prêtre et sa façon de communiquer avec les dieux et les déesses. Et l'auteur de bâtiment montre que c'était le chemin qu'ils prennent pour arriver sur Terre. Et donc le Mburekalo joue un rôle très très important pour les festivités ou des rituels qui marquent la fin de l'année et le début du Nouvel An à Fidji aussi. C'est-à-dire la Isebu. Et la première récolte. La Vakatawase. Exactement, Vakatawase, c'est la fin d'année. Fidji, comme beaucoup de sociétés, suivait la lune, donc le calendrier était... et c'est la lune qui dictait le changement des saisons. Et donc, le 13e mois, c'était le mois de Vakatawase, où tout le changement et aussi le début de la Nouvelle An.
Donc, le Murekalo, les prêtres jouaient énormément dans cette période-là. Tu as dit quelque chose que je crois qu'on tient beaucoup à rappeler dans cette exposition, qui est la diversité des Fidji en 1838. C'est pas un lieu, une culture, une façon de faire. Il y a une multiplicité de cultures, de chefferies, de façons d'aborder la spiritualité, le rôle des chefs, beaucoup de choses très très importantes et structurantes pour les sociétés, et avec vraiment une diversité marquée à travers l'archipel. Et des différences déjà entre notamment l'Est et l'Ouest, les côtes et l'intérieur des terres, qui sont extrêmement fortes. Une autre chose que tu as dit, alors tu as beaucoup rappelé effectivement le rôle du Mburekalo, le rôle du Mbete, la dynamique qui est aussi, qui sous-tend tout le propos de l'exposition, entre toujours des pairs finalement, des éléments de la société qui sont placés face à face. Encore une fois, c'est le titre que nous avons choisi pour cette exposition. Exactement. Tu as parlé du prêtre du Vanua et du prêtre des chefs. Le Vanua Tuaranga, c'est un de ces éléments duels qui structurent. Tu as parlé du rôle communautaire du Burekalo. Je crois que peut-être quelque chose que tu n'as pas mentionné, c'est le fait que, si je ne me trompe pas, la spiritualité fidjienne ne se limite pas à ces temples. Elle est bien plus diffuse que ça dans les sociétés à travers l'archipel. Est-ce que tu peux nous dire deux petits mots de peut-être cette façon dont la spiritualité fidjienne s'incarne à la fois dans des architectures, des objets, on va y revenir avec cette petite figure, mais aussi la nature, le Vanua même. Ce qui est très intéressant, tout à fait, tu as raison, c'est que la société fidjienne, tu décris et tu as utilisé le mot, la Vanua. Et le Vanua à Fidji, ça veut dire, dénote d'abord la terre. Mais ce n'est pas seulement la terre, c'est le peuple et la terre. Et tout ce qui entoure la mer aussi. Donc tout ça englobe l'idée d'identité fidjienne qui n'est pas seulement l'identité qu'on voit, ce qu'on est, mais aussi la spiritualité. Parce que dans cette époque-là, il n'avait pas vraiment un fin de vie. C'est cyclique. C'est cyclique et il y a un passage de la vie qu'on connaît vers autre chose. Et donc, très souvent, les ancêtres deviennent les esprits qui nous entourent au quotidien. Et les animaux, les oiseaux, le vent, les poissons, les tortues, ils représentent les esprits. Et ce n'est pas seulement ça, on a aussi les figures mythiques à Fidji spirituelles, les deux femmes, les jumelles, deux femmes toujours ensemble, les deux déesses qui apparaissent dans les moments très très particuliers, très importants, et qui sont aussi les ancêtres de certaines grandes familles. Il y a aussi ce qu'on appelle la Lubeniwai, les enfants de l'eau. Les enfants de l'eau. Exactement. Lubeniwai. La Lubeniwai. Et c'est des petits... en anglais, c'est des elfes. Des petits elfes, des petits gnomes. Exactement, les petits gnomes, les petits personnages, plein d'esprit, plein de facéties. Exactement. Ils sont toujours, quand les enfants font des bêtises, c'est sûrement le gnome de la famille qui provoque ces bêtises-là chez les enfants. Il a tous ces rapports avec la spiritualité qui est très très important. On va toucher ce sujet un peu plus tard avec les femmes et la vengia et les tatouages. Une femme qui n'est pas tatouée ne peut pas accéder au-delà. Il faut absolument, et les esprits sont là pour assurer son passage s'il n'est pas tatoué. Et donc, toute la vie quotidienne des Fidjiens sont conditionnés ou sont influencés énormément par les esprits, en fait. Les esprits qui sont omniprésents. Exactement. Ils sont tous là. Et en fait, vu d'ici, maintenant au XXIe siècle, il y a beaucoup des experts, des scientifiques qui reviennent dans les sociétés à Fidji, comme dans les sociétés d'Océanie, pour étudier les traditions qu'on avait
qu'on a perdu avec la religion et la spiritualité. Par exemple, quand on est dans la mer, il ne faut pas jeter des choses dans la mer parce qu'on va provoquer la colère de la sorcière qui gouverne la mer, les dieux, les déesses de la mer, ou les plages. Et souvent, les gens disent pourquoi les plus belles plages à Fidji sont toujours vides? Parce qu'il ne faut pas déranger les esprits sur les plages. Il y a un moment où on peut accéder, mais il y a des moments où on ne peut pas. Parce qu'il faut maintenir ce respect. Quand on est dans la forêt, il ne faut pas trop de bruit. Il faut chuchoter quand on parle, parce que les esprits nous écoutent. Et il faut faire attention à ce qu'on coupe, ce qu'on arrache, ce qu'on consomme aussi. Et donc, cet équilibre est très très lié à la religion et la spiritualité fidjienne. Donc un grand respect d'une multitude de forces transcendantes qui s'incarnent dans la nature et aussi, effectivement, dans des figures tutélaires, légendaires, des figures de Kalu qu'on a traduit très souvent par divinité, parfois ancêtres divinisés, parce que les Européens se rendent compte assez vite que la frontière est floue entre les ancêtres d'une part et les divinités d'autre part. Ce sont des concepts qui se mêlent à Fidji, mais donc qui structurent la spiritualité fidjienne au XIXe siècle et encore un petit peu plus longtemps, mais avec assez rapidement une conversion au christianisme. Quand Dumont d'Urville passe à Fidji en 1838, il y a déjà 2 missionnaires méthodistes qui sont installés dans l'archipel depuis 1835, et donc ce monde est en train de se transformer aussi. Et qui, de façon assez intéressante et assez stratégique, vise notamment à la conversion des chefs. Et je crois que dans le prochain épisode, on parlera un petit peu de ce rôle qu'ont les chefs dans la religion fidjienne, de ces équivalences, ambivalences, réciprocités qui existent aussi entre les chefs et les prêtres, Nambete, Naturanga, le chef, Nambete, le prêtre, et de la façon dont un certain nombre de lieux et d'objets peuvent être aussi utilisés par ces deux représentations de l'autorité à Fidji, qui participent en fait de ce qu'on pourrait qualifier de religion ou de spiritualité ancienne à Fidji. Donc on se donne rendez-vous pour le prochain épisode pour parler de ça. Très bien, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, Stéphanie. Sotatale. Sotatale.